chapitre 3, représenté numéro 1, Don Quixote, Don Quixote. Avec leur tour et leur détour, les aventures de Don Quixote traçant la limite, en elle finissant les jeux anciens de la ressemblance et des signes, et se nouant déjà de nouveaux rapports. Don Quixote n'est pas l'homme de l'extravagance, mais plutôt le pèlerin méticuleux qui fait étape devant toutes les marques de la similitude. Il est le héros du même, pas plus que de son étroite Provence. Il ne parvient à s'éloigner de la plaine familière qui s'étale autour de Enalagu. Indéfiniment, il la parcourt sans franchir jamais les frontières nettes de la différence, ni rejoindre le cours de l'identité. Or, il est lui-même à la ressemblance des signes. Long graphisme, maigre comme une lettre, il vient d'échapper tout droit du bêlement des livres. Tout son être n'est que langage, texte, fouillé, imprimé, histoire déjà transcrite. Il est fait de mots entrecroisés. C'est de l'écriture errante dans le monde parmi la ressemblance des choses. Pas tout à fait cependant, car en sa réalité de pauvre hidalgo, il ne peut devenir le chevalier qu'en écoutant de loin l'épopée séculaire qui formule la loi. Le livre est moins son existence que son devoir. Sans cesse, il doit le consulter afin de savoir que faire et que dire, et quel signe donner à lui-même et aux autres pour montrer qu'il est bien de même nature que le texte dont il est issu. Les romans et chevaleries ont écrit une fois pour toutes la prescription de son aventure. Et chaque épisode, chaque décision, chaque exploit seront signe que Don Quixote est en effet semblable à tout ce signe qu'il a décalqué.
Mais s'ils veulent être semblables, c'est qu'ils doivent le prouver. C'est que déjà les signes lisibles ne sont plus à la ressemblance des êtres visibles. Tous ces textes écrits, tous ces romans extravagants sont justement sans pareil. Nul dans le monde ne leur a jamais ressemblé. Leur langage infini reste en suspens, sans qu'aucune similitude vienne jamais le remplir. Ils peuvent brûler tout et tout entière. La figure du monde n'en sera pas changée. En ressemblant au texte dont il est le témoin, le représentant le réel analogue. Don Quixote doit fournir la démonstration et apporter la marque indubitable qu'il descend vrai, qu'ils sont bien le langage du monde. Il lui incombe de remplir la promesse des livres, à lui de refaire l'épopée, mais en sens inverse. Celle-ci raconter, prédenter raconter des exploits réels promis à la mémoire. Don Quixote, lui, doit combler de réalité les signes son contenu du récit. Son aventure sera déchiffrement du monde, un parcours minutieux pour relever sur toute la surface de la terre les figures qui montreront que les livres sont vrais. L'exploit doit être preuve. Il consiste non pas à triompher réellement. C'est pourquoi la victoire n'emporte pas au fond, mais à transformer la réalité en signe que les signes du langage sont bien conformes aux choses elles-mêmes. Don Quixote lit le monde pour démontrer les livres, et il ne se donne d'autre preuve que le miroitement des ressemblances. Tout son chemin est une quête aux similitudes. Les moindres analogies sont sollicitées comme des signes assoupis qu'on doit révéler pour qu'ils se mettent de nouveau à parler. Les troupeaux, les servantes, les auberges redeviennent le langage des livres dans la mesure imperceptible où ils ressemblent au château, aux dames et aux armées. Ressemblance toujours des coups qui transforment
la preuve cherchée en dérision et laisse indéfiniment creuse la parole des livres. Mais la non-similitude elle-même a son modèle qu'elle imite servilement. Elle le trouve dans la métamorphose des enchanteurs. Si bien que tous les indices de la non-ressemblance, tous les signes qui montrent que les textes écrits ne sont pas vrais, ressemblant à ce jeu de l'ensorcellement qui introduit par ruse la différence dans l'indubitable de la similitude. Et puisque cette magie a été prévue et décrite dans les livres, la différence illusoire qu'elle introduit ne sera jamais qu'une similitude enchantée, dont un signe supplémentaire que les signes ressemblant bien à la vérité. Don Quixote dessine le négatif du monde de la Renaissance. L'écriture a cessé d'être la prose du monde. Les ressemblances et les signes ont dénoué leur vieille entente. Les similitudes décroissant tournant à la vision et au délire. Les choses demeurant obstinément dans leur identité ironique. Elles ne sont plus que ce qu'elles sont. Les mots errant à l'aventure, son contenu, son ressemblance pour les remplir. Ils ne marquent plus les choses. Ils dorment entre les foulées des livres au milieu de la poussière. La magie qui permettait le déchiffrement du monde en découvrant les ressemblances secrètes sous les signes. Ne sait plus quoi expliquer sur le mode délirant pourquoi les analogies sont toujours des coups. L'érudition qui lisait comme un texte unique, la nature et les livres est renvoyée à ces chimères, déposées sur les pages jaunies des volumes. Les signes de langage n'ont plus pour valeur que la mince fiction de ce qu'ils représentent. L'écriture et les choses ne se ressemblant plus entre elles. Don Quixote erre à l'aventure.
Le langage pourtant n'est pas devenu tout à fait impuissant. Il détient désormais de nouveaux pouvoirs et qui lui sont propres. Dans la seconde partie du roman, Don Quixote rencontre des personnages qui ont lu la première partie du texte et qui, le connaissant, lui, homme réel, pour le héros du livre. Le texte de Cervantes se replie sur lui-même, s'enfonce dans sa propre épaisseur et devient pour soi objet de son propre récit. La première partie des aventures joue dans la seconde le rôle qu'assumant au début les romans de chevalerie. Don Quixote doit être fidèle à ce livre qu'il est réellement devenu. Il a à le protéger des erreurs, des contrefaçons, des suites apocryphes. Il doit ajouter les détails omis. Il doit maintenir sa vérité. Mais ce livre, Don Quixote lui-même ne l'a pas lu et n'a pas à le lire puisqu'il l'est en chair et en os. Lui qui, à force de lire des livres, était devenu un cygne errant dans un monde qui ne le reconnaissait pas. Le voilà devenu, malgré lui et sans le savoir, un livre qui détient sa vérité, relève exactement tout ce qu'il a fait et dit et vu et pensé, et qui permettent enfin qu'on le reconnaisse tant il ressemble à tous ces signes dont il a laissé derrière lui le sillage ineffaçable. Entre la première et la seconde partie du roman, dans l'interstice de ces deux volumes, et par leur seul pouvoir, Don Quixote a pris sa réalité. Réalité qu'il ne doit qu'au langage et qui reste entièrement intérieure aux mots. La vérité de Don Quixote, elle n'est pas dans le rapport des mots au monde, mais dans cette mince et constante relation que les marques verbales tissent d'elles-mêmes à elles-mêmes. La fiction des coups, des épopées est devenue le pouvoir représentatif du langage. Les mots viennent de se réformer sur leur nature de signe. Don Quixote
est la première des œuvres modernes, puisqu'on y voit la raison cruelle des identités et des différences se jouer à l'infini des signes et des similitudes, puisque le langage y rompt sa vieille parenté avec les choses. Pour entrer dans cette souveraineté solitaire, d'où il ne réapparaîtra en son être abrupt que devenu littérature, puisque la ressemblance entre là-dedans un âge qui est pour elle celui de la déraison et de l'imagination. La similitude et les signes une fois dénoués. Deux expériences pouvant sont constituées et deux personnages apparaître face à face. Le feu, entendu non pas comme malade, mais comme défiance constituée et entretenue, comme fonction culturelle indispensable, est devenue dans l'expérience occidentale l'homme des ressemblances sauvages. Ces personnages, tel qu'il est dessiné dans les romans ou le théâtre de l'époque baroque, et tel qu'il s'est institutionnalisé peu à peu jusqu'à la psychiatrie du XIXe siècle. C'est celui qui s'est aliéné dans l'analogie. Il est le joueur déréglé du-même et de l'autre. Il prend les choses pour ce qu'elles ne sont pas, et les gens les uns pour les autres. Il ignore ses amis, reconnaît les étrangers. Il croit démasqué et il impose un masque. Il envers toutes les valeurs et toutes les proportions, parce qu'il croit à chaque instant des chiffres, des signes. Pour lui, les oripeaux font un roi. Dans la perception culturelle qu'on a eu du fou jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il n'est le différent que dans la mesure où il ne connaît pas la différence. Il ne voit partout que ressemblance et signe de la ressemblance.
tous les signes pour lui se ressemblent, et toutes les ressemblances valant comme des signes. À l'autre extrémité de l'espace culturel, mais tout proche par sa symétrie. La poète est celui qui, au-dessous des différences nommées et quotidiennement prévues, retrouve les parentés enfouies des choses, leur similitude dispersée sous les signes établis, et malgré eux, ils entendent un autre discours, plus profond, qui rappelle le temps où les mots scintillant dans la ressemblance universelle des choses. La souveraineté d'eux-mêmes, si difficile à énoncer, efface dans son langage la distinction des signes. De là sans doute, dans la culture occidentale moderne, le face-à-face de la poésie et de la folie. Mais ce n'est plus le vieux thème platonicien de délire inspiré. C'est la marque d'une nouvelle expérience du langage et des choses. Dans les marges d'un savoir qui sépare les êtres, les signes et les similitudes, et comme pour limiter son pouvoir, le feu assure la fonction de l'homosémantisme. Il rassemble tous les signes et les comble d'une ressemblance qui ne cesse de proliférer. Le poète assure la fonction inverse. Il tient le rôle allégorique sous le langage des signes et sous le jeu de leur distinction bien découpée, ils se mettent à l'écoute de l'autre langage, celui sans mot ni discours, de la ressemblance. La poète fait venir la similitude jusqu'au signe qui le descend. Le fou charge tous les signes d'une ressemblance qui finit par les effacer. Ainsi ont-ils, tous les dieux, au bord extérieur de notre culture et au plus proche de ce partage essentiel. Cette situation a la limite, posture marginale et silhouette profondément archaïque, où leurs paroles trouvant sans cesse leur pouvoir d'échangeté et la ressource de leur contestation. Entre eux s'est ouvert l'espace d'un savoir où,
par une rupture essentielle dans le monde occidental. Il ne sera plus question des similitudes, mais des identités et des différences.